Premier décès ce jeudi lié aux manifestations de soutien à Sonko au Sénégal. 2 chaînes de télévision ont également été suspendues pour 3 jours. En Libye, le Premier ministre par intérim a transmis au Parlement la liste de son cabinet. Il a jusqu'au 19 mars pour le vote de confiance des députés. Et puis, satisfait en Algérie après la reconnaissance de l'assassinat de Boumendjel par la France, l'Algérie salue la décision. Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Au Sénégal, un premier décès a été enregistré dans la journée de jeudi au cours des manifestations contre l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko. Les autorités ont annoncé suspendre pour 3 jours 2 télévisions accusées d'avoir diffusé en boucle les images de violences inhabituelles dans un pays réputé pour sa stabilité. Les précisions. C'est le premier décès confirmé au Sénégal au cours des manifestations en faveur du député Sonko, placé en garde à vue mercredi, officiellement pour les troubles à l'ordre public qu'il aurait causés en se rendant en cortège au tribunal, où il était convoqué pour répondre à des accusations de viol. Selon un commandant de gendarmerie qui a requis l'anonymat, le décès a été enregistré à Bignona, en Casamance. 4 gendarmes ont été blessés dans les heurts, a-t-il ajouté, sans donner un bilan des manifestants blessés. Sonko bénéficie d'un fort soutien en Casamance, d'où son père est originaire et où il a passé une partie de sa vie. Des dizaines d'étudiants retranchés dans le centre des œuvres universitaires à Dakar, sur le campus de l'université Cheikh Anta Diop, ont à nouveau lancé jeudi après-midi des blocs de pierre sur les dizaines de policiers déployés aux alentours. Dans la soirée, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel, CNRA, a annoncé suspendre pour 72 heures à partir de jeudi à 17h GMT le signal de 2 télévisions privées, Sen TV et Walf TV. L'organe avait mis en garde mercredi contre la diffusion de contenus faisant explicitement ou implicitement l'apologie de la violence, incitant à des troubles à l'ordre public ou de nature à constituer une menace sur la stabilité nationale ou la cohésion sociale. Aucun bilan des blessés ou des interpellations n'a été communiqué. Au Ghana, la Cour suprême déboute l'opposant John Mahama. La haute juridiction a rejeté la plainte déposée par le candidat malheureux à l'élection présidentielle du 7 décembre dernier. John Mahama contestait les résultats du scrutin. Les détails. Le parti de John Mahama, le Congrès national démocratique, avait déposé un recours au lendemain de la présidentielle du 7 décembre 2020 pour invalider la victoire de Nana Akufo-Addo, dénonçant un scrutin frauduleux et réclamant une nouvelle élection. L'accusation de bourrage des urnes n'a pu être étayée par des preuves crédibles. Nous n'avons donc aucune raison d'ordonner une nouvelle élection. Nous rejetons ainsi cette plainte car jugée sans fondement, a déclaré un juge de la Cour suprême à Accra. Selon la commission électorale, le président Nana Akufo-Addo a été élu avec 51,59% des voix contre 47,36% pour son prédécesseur et opposant John Mahama du NDC. Seuls 515 524 voix séparaient les 2 candidats. Selon les observateurs internationaux et locaux, le scrutin s'était déroulé globalement dans le calme. 5 personnes avaient cependant été tuées dans des violences le jour du vote et du dépouillement d'après la police. Hormis ces incidents, l'élection avait été de manière générale saluée comme un exemple en Afrique de l'Ouest, en proie récemment à plusieurs scrutins violents et contestés, notamment en Côte d'Ivoire voisine. Ces 2 vieux adversaires politiques s'affrontaient pour la 3e fois, avec lors des 2 précédents scrutins des résultats également serrés. Je le disais en titre, l'Algérie a salué la reconnaissance par le président français de l'assassinat par l'armée française d'Ali Boumendjel. Ce nationaliste algérien était devenu une icône pour ses concitoyens. Alger accueille les aveux d'Emmanuel Macron avec satisfaction. Reportage.
Le président Emmanuel Macron a reconnu mardi au nom de la France que l'avocat et dirigeant nationaliste Ali Boumendjel avait été assassiné et torturé par l'armée française pendant la bataille d'Alger en 1957. Des propos salués par Alger. L'Algérie a enregistré avec satisfaction l'annonce du président Emmanuel Macron de sa décision d'honorer le combattant et martyr Ali Boumendjel, a indiqué la télévision publique à l'ouverture de son journal de la mi-journée. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de bonnes intentions et de la volonté sincère d'intensifier le dialogue entre la France et l'Algérie concernant l'époque coloniale. À travers une telle initiative, il est possible pour l'Algérie et la France d'aller de l'avant dans la construction de relations stables et sereines, une réconciliation véritable et une coopération multiforme. L'aveu de l'assassinat d'Ali Boumendjel, maquillé à l'époque en suicide, fait partie des gestes d'apaisement recommandés par l'historien Benjamin Stora dans son rapport sur la colonisation et la guerre d'Algérie afin de résoudre les tensions autour de la mémoire de ce conflit. Alors que le 60e anniversaire de la fin de la guerre de l'indépendance de l'Algérie sera célébré en 2022, la réconciliation des mémoires est un dossier prioritaire entre Alger et Paris. Parce que le sujet est beaucoup plus vaste. Le Premier ministre libyen par intérim, Abdelhamid Debba, a annoncé jeudi avoir remis la composition de son gouvernement au Parlement élu en vue d'un vote de confiance des députés lundi. Selon la feuille de route du processus onusien ayant permis sa désignation, Debba a jusqu'au 19 mars pour gagner la confiance d'un Parlement profondément divisé. Conformément à la feuille de route de l'accord politique, le Premier ministre désigné a remis à la présidence du Parlement élu ses propositions pour les portefeuilles ministériels, a indiqué son cabinet qui n'a pas rendu public la liste. Une réunion de la Chambre des représentants consacrée au vote de confiance est prévue lundi prochain à Sirte, à mi-chemin entre Tripolitaine à l'ouest et la Cyrénaïque à l'est, les deux grandes régions libyennes qui se disputent le pouvoir sur fond d'ingérence étrangère. Debba, un milliardaire originaire de Misrata, dans l'ouest, a été désigné Premier ministre intérimaire le 5 février par 75 délégués libyens de tous bords réunis à Genève sous l'égide de l'ONU, en même temps qu'un conseil présidentiel de 3 membres présidé par Mohamed Ali Manfi, originaire de l'Est. Son gouvernement, s'il parvient à le former, aura pour tâche d'unifier les institutions d'un pays miné par les divisions depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011 et mener la transition jusqu'aux élections prévues le 24 décembre. Abdelhamid Debba avait auparavant transmis au Parlement la structure et la vision de son gouvernement, mais pas sa composition. Le futur exécutif est censé remplacer aussi bien le gouvernement d'union nationale de Faiez al-Sarraj installé en 2016 à Tripoli et reconnu par l'ONU que les autorités rivales basées dans l'Est. Mis en place en vertu d'un précédent processus inter-libyen au Maroc, le JNA n'a jamais réussi à obtenir la confiance du Parlement élu. Une note de culture dans cette édition. L'Union européenne a ouvert une fois encore sa résidence aux artistes béninois. L'ambassade de la représentation diplomatique au Bénin a accueilli en fin de semaine l'exposition des œuvres du sculpteur Dayon Epaphras Towin et de la plasticienne sœur Henriette Goussi Kende. C'était dans une ambiance festive que l'autorité consulaire a lancé la soirée. C'était à une soirée riche en couleurs, avec de belles sonorités africaines et européennes, que les amoureux de l'art ont eu droit à la résidence de l'ambassade de l'Union européenne. Une soirée qui a mis sous les projecteurs les œuvres de la religieuse peintre Henriette Goussi Kende et du sculpteur Epaphras Towin. Si c'est la première exposition de Sylvia Ratcliffe en tant qu'ambassadrice de l'Union européenne au Bénin, cette aventure a commencé depuis 2018 et les murs de la résidence se veulent être un lieu de rencontre, d'échange et de dialogue. La culture peut en effet contribuer à trouver des solutions là où les outils traditionnels de la politique et de la diplomatie n'y parviennent pas. La collaboration des deux hôtes de la représentante de l'Union européenne a donné lieu à une grandiose installation de sculptures brutes et peaufinées, ainsi que des toiles peintes avec une technicité
originale. Les scarifications ici au Bénin et surtout en Afrique, c'est une marque d'identité qu'on porte sur soi. Et on sait que dans certaines régions de notre beau pays, quand tu portes des marques au visage, tu n'as pas besoin de donner ta région de provenance ou ton nom de famille ou quelle est la divinité que vous adorez dans votre famille. La technique mise en œuvre pour ces tableaux, je l'ai appelée Grarel. Il s'agit de la terre rouge béninoise dont j'ai extrait des pigments pour faire de l'encre. Les lignes des tableaux sont tracées à base de fil de fer. Notons que l'événement a connu la participation du ministre béninois des Affaires étrangères, Aurélien Agbenonsi. Et puis en Bolivie, un homme de 30 ans a survécu pour la deuxième fois à un accident. Le bus qui le transportait ainsi que d'autres passagers a fini sa course dans un ravin. Le miraculeux s'en sort indemne, comme c'était le cas en 2016 lors d'un accident d'avion. Le récit. C'est un miraculeux que décrit la presse bolivienne. Un mécanicien aéronautique, Erwin Tumiri, un des 6 survivants du crash qui avait décimé le club brésilien Chapecoense en 2016, a survécu mardi à un grave accident d'autocar dans son pays qui a fait 21 morts. L'accident est survenu dans la matinée sur une route reliant les départements de Cochabamba et Santa Cruz à l'est du pays. L'autocar est tombé dans un ravin de 150 mètres. Au moins 21 personnes sont mortes et 30 ont été blessées. « Je me sens béni, je rends toujours grâce à Dieu », a déclaré le rescapé de 30 ans. Erwin Tumiri faisait partie de l'équipage de l'avion d'une compagnie bolivienne qui s'était écrasée le 28 novembre 2016 en Colombie et avait causé la mort de 71 personnes. Parmi elles, 19 joueurs du club brésilien Chapecoense qui se rendaient dans la ville colombienne pour disputer la finale du match aller de la Copa Sudamericana. Outre le jeune mécanicien, 3 joueurs de l'équipe avaient également survécu, ainsi qu'une hôtesse et un journaliste brésilien décédé depuis. Les accidents d'autocar, principal moyen de transport pour de longues distances, sont fréquents en Bolivie. En septembre dernier, 19 personnes étaient décédées lorsque leur autocar s'est abîmé dans un précipice. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Bonne suite de programmes sur Sika TV. Restez informés à chaque instant sur Sika.